honore sa signature. Il nous paraît important qu'on explique que l'État est quelqu'un de crédible, est une entité dans laquelle on peut faire confiance. Et on doit faire confiance. Et pour cela, l'État doit être exemplaire. Pour nous, l'exemplarité, c'est quand on ordonne des travaux, on les paie. L'exemplarité, c'est quand on importe de la marchandise et qu'on décide de la subventionner, eh bien on paye le subventionnement en entier. Pour nous, ce qui est important, c'est que quand l'État donne sa parole se traduit en actes. Nous n'avons pas pu résorber tout le passé, mais en tout cas, nous avons décidé qu'en 2020, nous n'allions pas augmenter la facture, que nous n'allions pas faire porter à d'autres la dette que l'État doit porter. Et je vais m'exprimer. Quand on demande à quelqu'un de construire une école, et quand on ne le paie pas alors qu'il était convenu de le payer au bout de 3 mois, à vrai dire, on n'a fait que porter une dette de l'État auprès d'un tiers. Un tiers qui souffre. Pourquoi ? Parce que quand il a fait ses travaux, il comptait gagner un peu d'argent. Quand on met beaucoup de temps à le payer, eh bien, en frais bancaires, il va perdre sa marge. Et ça, c'est dans le cas où on ne crée pas des difficultés sur son entreprise ou des difficultés sur sa personne, parce que des gens qui sont dans le besoin peuvent être acculés à faire des chèques, peuvent être acculés à faire des chèques sans provision. S'ils font des chèques sans provision, ils risquent de finir en prison. Et au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect moral de notre action. Et pour nous, il est très important d'expliquer la moralité de l'État. L'État peut ou pas s'engager. S'il s'engage, il est indispensable qu'il honore sa signature. Et nous avons décidé pour 2020 d'honorer toutes nos dettes certaines. Les équipes du ministère de l'économie, des finances et du support de l'investissement ont fait un travail exceptionnel, et vraiment je tiens à leur rendre hommage, à définir la dette, à certifier les montants, et tout montant qui est certain, nous nous sommes engagés, une fois la loi de finances complémentaire validée, à les honorer. Et ces montants seraient de l'ordre aujourd'hui de 4,5 milliards de dinars. Nous amène à un déficit de l'ordre de 14%. En 2021, on a essayé de corriger le tir. Et les 14% vont diminuer à 7%. Donc on va le faire diminuer de moitié. Par rapport au passé, ça paraît des chiffres importants et très importants. Mais dans les 7, il y a des événements majeurs inattendus. Par exemple, quand on voit le service de la dette, d'une manière générale, se décompose entre intérêts payés et principal payé. Le service de la dette en 2021 va être pour la Tunisie de 15,8 milliards de dinars. 15,8, allez, pour faire des chiffres ronds, c'est 16. En 2010, il était de l'ordre de 5, pour vous donner une idée. Et puis, rien qu'en 2019, il y a 2 années, il était de l'ordre de 9. Donc vous voyez l'écart. Pourquoi le principal de la dette est aussi important ? D'abord parce que la dette a grandi tout au long de ces années, et pour l'instant, nous ne savons fait qu'hériter de cette situation. Deuxièmement, parce qu'à l'époque, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015 et au-delà, à chaque fois on pensait que 2021 était une date très lointaine. On pensait que 2021, 10 années après la Révolution, la situation serait bien meilleure. Et dans un tel état, on pouvait concentrer un certain nombre de remboursements de la dette à ce moment-là. Un des challenges importants que nous aurons à affronter, c'est comment faire que cette dette roule. Dans la plupart des pays, la dette roule. Dans les pays développés, c'est un mécanisme naturel. Par exemple, aux États-Unis, toutes les 2 semaines, il y a des émissions de bons du Trésor qui viennent remplacer des échéances qui ont été payées. On va s'inscrire dans ce type de mécanisme en Tunisie, mais cependant, si en 2 ans, le principal de la dette double, eh bien, en termes de conséquences sur les dépenses de l'État, ça double également. Et donc, dans les 52 milliards de dinars que nous viendrons à dépenser en 2021, il y a 6 qui ne sont qu'un simple effet mécanique du doublement du remboursement du principal de notre dette. Les intérêts
sont restés à un niveau élevé, mais un niveau assez en ligne avec ce qui était le cas en 2020 et en 2019, et ils sont de l'ordre de 4 milliards de dinars. Dans les dépenses de l'État, il n'y a pas que ça. Un gros morceau, et un morceau très important, c'est le remboursement de la dette. Un morceau également important, ce sont les dépenses salariales. Et les dépenses salariales, en 2021, vont atteindre un chiffre de l'ordre de 21 milliards de dinars. C'est quasiment le budget de l'État en 2009, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça, aujourd'hui, ce ne sont que les salaires, et l'État doit honorer la masse salariale qu'il a et faire très attention à ce qu'elle n'explose pas davantage. Ensuite, nous avons d'autres types d'interventions qui sont des interventions liées à l'investissement, et nous avons essayé de maintenir le montant de l'ordre de 7 milliards de dinars, et nous avons des montants liés à la compensation et qui sont de l'ordre de 6 milliards de dinars. Quand je dis la compensation, c'est la compensation au sens large, soit la compensation directe, soit l'aide aux entreprises publiques en difficulté, et parfois c'est de la compensation déguisée. Pourquoi ? Quand on demande à la société de transport du Grand Tunis de ne pas changer ses prix et de vendre à perte, eh bien c'est de la compensation indirecte. Quand on demande à la STEC de continuer à minorer ses prix, après on intervient en lui donnant des dotations ou des augmentations de capital. Ce sont des compensations indirectes. Par contre, quand on achète du sucre à un prix et qu'on le vend à un prix moindre, là ce sont des compensations directes. Et donc le budget de l'État, pour le résumer l'an prochain, ce sont des blocs. Le premier bloc, c'est la masse salariale. Le deuxième bloc, c'est les dépenses d'intervention de soutien aux entreprises ou à la compensation. Le troisième bloc, ce sont les investissements. Le quatrième bloc, c'est la charge de la dette. Par contre, parce que nous avons prévu une augmentation du PNB de l'ordre de 4%, qui nous a paru, nous, avec nos amis du FMI et de la Banque mondiale, avec nos partenaires de la Banque centrale, comme étant un chiffre normal, après une baisse de 8%, qui est un rebond de 4%, nous avons tenu à ce que les dépenses publiques n'augmentent pas plus que la croissance. Et je crois que ça, c'est un fait nouveau dans l'histoire moderne de la Tunisie, où très souvent on avait des croissances de l'ordre de 1 ou de 2%, avec une croissance des dépenses qui était supérieure à celle de la croissance du PNB. Certains s'inquiètent déjà du niveau d'endettement du pays. Quelle capacité a la Tunisie aujourd'hui à honorer ses dettes ? Alors l'endettement, ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, les chiffres que je vous ai présentés, ce sont des chiffres de dépenses réelles. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on ne va pas rembourser notre dette ? Non. Est-ce qu'on peut s'imaginer que l'État ne va pas honorer ses engagements de compensation auprès de citoyens ? Non. Est-ce qu'on peut s'imaginer que l'État va s'arrêter de payer au mois de septembre alors que les salaires doivent courir jusqu'au mois de décembre ? Non. Quand on a un certain nombre de dépenses qui sont certaines, encore une fois, malgré le fait qu'en 2021, on a fait très attention à essayer de minorer, à essayer de dépenser ce qui est absolument nécessaire et certain. Et quand vous verrez les chiffres en détail, vous verrez que l'augmentation des dépenses est extrêmement limitée. Mais quand vous avez des recettes qui sont ce qu'elles sont et des dépenses qui sont ce qu'elles sont, le déficit est une conséquence. Et le déficit engendre une augmentation de la dette. Nous, aujourd'hui, nous avons un endettement proche de 90% de notre PNB. L'an prochain, il risque d'augmenter de 2 points et d'être autour de 92 ou 93%. Ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup. Par exemple, un pays comme le Japon a une dette intérieure de l'ordre de 300%. Personne ne s'en inquiète. Personne ne s'en inquiète parce qu'ils ont trouvé comment la financer localement. Je crois que la dette en Tunisie, le problème n'est pas vraiment le stock, le problème c'est la concentration de l'échéance, et le deuxième problème c'est le fait que la part de la dette étrangère est assez importante par rapport à la dette locale portée. Et c'est ce type de mix ou d'équilibre que nous allons essayer de travailler
dans les mois et dans les années à venir pour que même si le pourcentage reste le même, l'effort sur l'économie sera moindre. Je reprends ce que je vous ai cité sur le principal de la dette. Si le principal de la dette n'était pas de 12 milliards en 2021, mais uniquement de 4 par exemple, eh ben, on aurait eu 8 milliards de moins. Le stock de la dette aurait été le même, mais le fait que son profilage dans le temps est différent, ça amène une bouffée d'oxygène supplémentaire à l'économie du pays. D'accord. Le choix adopté dans le cadre de la loi de finances 2021 de recourir à l'endettement intérieur ne risque-t-il pas d'aggraver, selon vous, la situation d'assèchement de liquidités pour les entreprises économiques? Moi, je constate que depuis à peu près 10 ans, l'investissement privé est extrêmement limité en Tunisie. Donc quand on parle d'assèchement, c'est souvent parce qu'on pense qu'il y a une grande demande de crédit. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une grande demande de crédit pour des crédits de consommation. Il y a très peu de demandes de crédit pour des crédits d'équipement. Ce sont les crédits d'équipement qui sont les crédits sains, qui préparent la voie à la croissance de demain. Avec ce qui s'est passé avec le Covid et la crise du Covid, j'ai l'impression qu'en 2020, très peu d'investissements ont lieu. Donc, contrairement à ce qu'on dit, je sens que dans le marché, il y a beaucoup de liquidités. Il y a davantage de liquidités qu'avant. Et je crois que le marché a la profondeur nécessaire pour financer une grande partie de notre demande. Sachant que parfois, l'argent ne fait que tourner. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a à peu près 4,5 milliards de dinars qui vont aller pour servir à rembourser la dette de l'État. Cet argent ne va pas disparaître. Quand l'État va payer, par exemple, un entrepreneur, eh bien cet entrepreneur va payer sa banque. Et donc sa banque va avoir de la trésorerie pour acheter des bons de l'État. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié le marché intérieur. Parce que l'État, en payant ses fournisseurs, en payant ses dettes, permet à ces derniers de payer leur crédit bancaire. Quand ils payeront leur crédit bancaire, les banques auront davantage de liquidités pour pouvoir investir dans l'État. Il est vrai également qu'on va certainement demander à la Banque centrale d'intervenir différemment, d'intervenir un peu plus comme le font la plupart des pays évolués. Quand on voit que les États-Unis, la Banque centrale, la Fed, a injecté quasiment 20% du PNB dans le rachat de dettes, quand on voit que des pays qui sont les chantres du libéralisme, comme l'Europe, a injecté quasiment 20% de son PNB dans le rachat de dettes, je crois qu'en Tunisie, on peut injecter 1 ou 2 ou 3% du PNB pour faire du rachat de la dette publique ou de la dette privée qui mettrait. C'est vrai qu'on doit être vigilant avec l'inflation, mais l'expérience qu'on a vue dans un certain nombre de pays, comme les pays européens que j'ai cités, ou les États-Unis, où il y a eu une injection massive d'argent, l'inflation n'a pas augmenté dans des proportions déraisonnables. Et donc, en faisant attention, en regardant bien les équilibres, je crois qu'on peut concilier le besoin de financement de l'État avec une bonne maîtrise des prix. D'accord. Pourquoi est-ce que la loi de finances 2021 n'a pas prévu de financement spécifique pour sauver les entreprises et les milliers d'emplois disparus pour cause de confinement? Bon, je crois que cette assertion est un peu dure. Je ne la qualifierai pas d'injuste, mais je dirais qu'elle est un peu sévère. Pourquoi? Parce que l'État, et dans le cadre de la loi de finances 2021, nous avons essayé de continuer à protéger les entreprises. Pourquoi? Parce que nous pensons que les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, génèrent de la richesse, et la génération de ces richesses est créatrice d'emplois. Donc je crois que nous avons continué de faire l'effort qui était le nôtre en 2020. À chaque fois que l'État engage des dépenses, il les paye. Il va engager des dépenses pour 7 milliards en investissement. Il va engager des dépenses pour à peu près 6 milliards et demi de soutien aux entreprises publiques et à la compensation. Ce sont des montants considérables. Et nous l'avons fait sans augmenter la taxation des entreprises ou des particuliers. Ce gouvernement a estimé
que les particuliers, et en premier lieu les salariés, ont atteint un taux d'imposition très important, et nous avons tenu pour la première fois depuis très très longtemps à ne pas les augmenter, et bien au contraire, à les encourager à épargner en augmentant les plafonds du CEA et de l'assurance vie, en les engageant à acheter des biens structurants, notamment l'immobilier, et on a fait une incitation fiscale pas négligeable, 100 dinars par mois, c'est 1200 dinars par an de pouvoir d'achat supplémentaire aux ménages qui décidaient d'acheter le bien dans lequel ils habitent. Non seulement on n'a pas réduit les impôts, mais on a encouragé les gens à épargner et à investir dans des biens d'équipement en leur donnant des masses de financement supplémentaires. Pour les entreprises, c'est pareil. Nous avons essayé de faire converger les taux à 18% en ramenant des gens qui payaient 25, des gens qui payaient 20, des gens qui payaient davantage à aller vers les 18, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire les taux d'imposition, malgré le fait, comme vous l'avez vu, que le déséquilibre budgétaire est important. Mais ce que nous avons pensé, c'est que un des plus grands challenges de la Tunisie, c'est de ramener ce qu'on appelle l'économie informelle dans le formel. Pour cela, il faut que la fiscalité soit moins confiscatoire. Pour cela, il faut que notre administration des affaires soit un peu plus légère. Et même, on peut parler de chiffres et de pourcentages, mais un certain nombre de mesures dans la loi de finances sont venues pour alléger tout ce qui est déclaration, tout ce qui est paperasse, et en donnant un coup de fouet majeur à la digitalisation des opérations. D'accord. Vous avez parlé d'un déficit budgétaire de l'ordre de 14% pour 2020. Est-ce toujours soutenable selon vous, surtout pour un pays en crise? Et la question, ce n'est pas la question de la soutenabilité. La question est, est-ce qu'on peut faire autrement? Encore une fois, est-ce qu'on peut décider d'arrêter de payer les salaires au mois d'octobre? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut décider que les aides que l'État a mises pour aider les entreprises et les particuliers dans le cadre du Covid, on va y renoncer? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va décider de faire comme il a été fait parfois dans le passé, que l'État qui engage des dépenses ne les honore pas parce que son système de comptabilité ne tient compte que des dépenses décaissées? Non. Pour nous, à partir du moment où on les a engagées, il faut les faire. La vraie question est, est-ce que l'État doit engager d'autres dépenses quand il n'a pas les moyens? En 2021, on a été soucieux de n'engager que les dépenses pour lesquelles nous pensons avoir un financement et pour lesquelles nous pensons que le besoin est certain. Donc, avoir 14%, ce n'était pas un choix. Notre choix aurait été d'être au plus proche de zéro. Mais c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un état de fait où la crise du Covid est une crise inattendue qui a réduit drastiquement nos recettes et qui a augmenté considérablement nos dépenses. Ce n'est pas le fait que de la Tunisie. Quand vous allez ouvrir les journaux internationaux, vous verrez que la France a un déficit à 2 chiffres, vous verrez que l'Allemagne a presque un déficit à 2 chiffres, vous verrez que les États-Unis ont un déficit de cet ordre-là, vous verrez que nos pays voisins, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc, que ce soit d'autres, ont des déficits qui sont inattendus ou qui ne sont pas dans la ligne de ce qu'ils avaient budgétisé. Mais c'est la situation du monde en crise qui nous amène à faire ça. Et preuve est qu'on ne se satisfait pas de cela. Les 14% de 2019, on les a diminués de moitié en 2021, ce qui est un effort considérable, et nous allons continuer dans cette trajectoire pour les ramener aussi proches de zéro que possible d'ici 2024. Le projet de loi de finances 2021 marque-t-il le début d'une levée progressive des subventions, surtout quand on sait qu'une taxe de 100 millimes a été imposée sur le sucre? Le sucre, c'est une bonne question. Je vais vous poser une colle. Vous savez combien on a consommé de sucre en tonnes en 2018? En 2018, la Tunisie a acheté et consommé 300 000 tonnes. Vous savez en 2019 combien on a consommé de tonnes de sucre en Tunisie? On a consommé 350 000 tonnes en 2019, donc une augmentation d'à peu près 20% en une année.
Vous savez, en 2020, jusqu'au mois de septembre, combien la Tunisie a consommé de tonnes de sucre? La Tunisie a consommé 400 000 tonnes jusqu'au mois de septembre et on s'attend à consommer 450 000 tonnes à la fin de l'année. En 2018, on a consommé un peu plus de 300 000. En 2020, on risque de consommer 450 000, donc 50% de plus. Je ne pense pas que ce sont les ménages tunisiens qui ont doublé leur consommation. Je pense que parce que le prix du sucre est différent pour les ménages et l'industrie, je pense parce que le prix du sucre est très très bas par rapport aux prix internationaux et par rapport à nos voisins. On a facilité la contrebande. On a facilité une consommation qui vient au-delà de nos frontières. On est en train de subventionner non plus le consommateur tunisien, et c'est notre devoir de le subventionner, mais nous sommes en train de financer la contrebande et le commerce transfrontalier. Par cette action, certes modeste d'augmentation des taxes de 100%, va aller un travail de vigilance pour que la consommation de sucre soit ramenée aux vraies proportions, c'est-à-dire aux vraies proportions des nécessités industrielles du sucre et des nécessités du ménage. Et je pense que la consommation en Tunisie devrait être beaucoup plus proche des 300 000 ou des 310 000 tonnes, comme c'était le cas en 2018, que des 450 000 qu'on risque d'avoir cette année. Ouais. Et par rapport à la compensation d'une manière générale, quelle orientation avez-vous retenue? Écoutez, la compensation, on va continuer dans la voie de faire arriver la compensation à ses vrais bénéficiaires. Continuons avec le sucre. 100 milligrammes de plus dans le prix du paquet. Combien consomme un ménage classique en Tunisie de sucre par an? Moi, je fais les courses pour mon ménage et je n'achète jamais plus d'1 kilo par mois et parfois j'achète 1 kilo tous les 2 mois. Bon, disons qu'une famille tunisienne moyenne de 5 personnes consomme 1 kilo de sucre en poudre par mois. D'accord? Cela fait 12 kilos de sucre par an. 100 milligrammes sur 12 kilos, c'est 1 dinar 200 par an sur les ménages. Pour vous donner un ordre de grandeur. L'État est prêt à subventionner les gens dans le besoin de ce montant-là, si besoin était. Et l'État, à vrai dire, les gens, entre autres avant nous, ont fait un travail admirable durant la Covid. Ils ont mis en point des aides qu'on pouvait payer d'une manière digitale. On a identifié 170 000 familles nécessiteuses. On a augmenté ce chiffre à 500 000. Quand bien même ce chiffre serait de 1 million. 1 dinar 200 par an pour 1 million de personnes, c'est 1 200 000 dinars. Si je vous donnais les vrais chiffres de la compensation du sucre, vous seriez surpris. Ce chiffre est de plus de 20 fois supérieur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes en train de financer la contrebande. Nous sommes en train de financer d'autres gens que ceux qui le mériteraient. D'où, grâce à la digitalisation des opérations, grâce à l'identification des populations dans le besoin, nous allons continuer à soutenir les plus faibles, les plus fragiles et d'une manière directe. D'accord. Et qu'en est-il de la réforme fiscale? La réforme fiscale, c'est comme nos discussions avec les partenaires internationaux. C'est un travail qui ne s'est jamais arrêté. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons commencé les réformes et nous réformons. Je vous ai cité tout à l'heure la convergence du taux de l'IS. Je pourrais également vous citer les mesures qui ont été prises dans le cadre du régime forfaitaire, où il y a des simplifications, des améliorations, et donc les réformes fiscales continuent. Et nous avons la volonté de simplifier, nous avons la volonté de rendre les choses plus efficaces. Simplification et efficacité. Si vous prenez le booklet qu'on a remis à la Chambre des députés, vous verrez qu'il y a au moins un tiers de cet ouvrage qui est censé simplifier les règles. Le gros problème que nous avons, c'est la complexité de nos règles. Et parfois, ça rend la vie extrêmement difficile aux citoyens et aux contribuables. Ce
que nous avons essayé de faire cette année, en continuité avec le passé, mais avec une vitesse beaucoup plus importante, c'est de simplifier tous ces schémas et tous ces systèmes. D'accord, et pour l'économie parallèle, vous avez cité tout à l'heure l'effort déployé pour intégrer une large frange des acteurs du secteur informel. Qu'est-ce que vous, pratiquement, dans la pratique, qu'est-ce que vous comptez faire pour intégrer les acteurs de l'informel dans le circuit organisé? Alors, dans ce qu'on appelle l'économie parallèle, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Il y a les personnes qui font travailler un employé chez elles sans le déclarer. Ça peut être considéré comme l'économie parallèle. Il y a la personne qui achète un bien sans une facture, en n'étant pas sûr que l'ensemble des taxes ont été payées. On peut considérer ça comme l'économie parallèle. Il y a aussi des choses que l'État ne pardonnera jamais. Tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est trafic d'êtres humains, tout ce qui est trafic d'armes, tout cela, l'État le combattra et fera tout le nécessaire pour le combattre et l'annihiler. Par contre, ce qui est lié à, grosso modo, des exactions financières, des gens qui ne paient pas la TVA, des gens qui n'émettent pas de facture, des gens qui ne déclarent pas, par une procédure de simplification administrative, par une procédure de simplification et de réduction des taxes, nous allons amener ces personnes à voir qu'il est bien mieux d'être organisé, de payer ses taxes dans le cadre d'un programme organisé, de faire ses déclarations dans le cadre de schémas bien faits, plutôt que d'être en marge de la société. Mais pour cela, il y a un double travail. Il y a nous, État, qui devons simplifier nos procédures et réduire nos taxes. Et il y a les gens qui pratiquent cela, qui doivent comprendre qu'il est plus sain, plus civique, plus citoyen de rentrer dans l'organisation. C'est vrai qu'on peut se plaindre de l'état des routes, mais si on ne paye pas d'impôts, est-ce qu'on a le droit de se plaindre de l'état des routes? C'est vrai qu'on peut se plaindre de l'état de déliquescence de certains de nos bâtiments, mais si on ne paie pas d'impôts, si on n'est pas citoyen, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? À mon avis, il y a un travail de deux directions qui doivent se rejoindre. L'État, un travail de simplification, et le citoyen, un devoir de civisme.